Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est vendredi, chose rare, j'arrive à démarrer un carnet de bord le vendredi, mais du coup je m'apprête à partir, donc c'est pour ça que je prends 5 minutes pour vous parler, parce que à partir de demain je pars, donc je ne serai plus dans les parages. Bref, je vous parle de mes lectures pendant que j'ai encore 5 minutes devant moi. J'ai commencé hier une nouvelle lecture puisque je vous ai laissé dans le dernier carnet de bord en vous disant que j'avais donc terminé ma lecture de À l'ombre de Winnicott de Manchette et Niémec. J'ai terminé et adoré ma lecture de À l'ombre de Winnicott de Manchette et Niémec. Je vous invite à regarder le carnet de bord 198 pour avoir mon avis. Mais je vous spoile rien en vous disant que c'est un coup de cœur. Du coup, je pensais reprendre L'Oiseleuse de Paris, que j'ai sur ma liseuse, qui n'est pas encore sortie, de Isabelle Duquesnoy, ou qui est peut-être sortie, non, qui n'est pas encore sortie chez Verso, que j'avais commencé, j'avais lu une centaine de pages sur 500, puis mis de côté parce que je n'étais pas trop dans le mood, et je me sentais plutôt dans le mood hier, sauf que ma liseuse n'avait plus de batterie, donc comme j'allais me coucher, il y a toujours des excuses, mais bizarrement je n'arrive pas à retourner à cette lecture. C'est très bizarre, pourtant j'ai rien contre cette lecture, ça arrive parfois. Du coup j'ai démarré un livre qui était sur ma table basse. Voilà, j'ai craqué et j'ai commencé L'Ultime Avertissement de Nicolas Begley, que j'ai reçu aux éditions XO, qui est son nouvel opus. Voilà, j'adore Nicolas Begley. Je dois encore lire L'Archipel des Oubliés, qui est le tome 3 de la deuxième saga qu'il avait écrite. J'avais adoré la première. Et les 2 premiers tomes de cette saga-là. J'ai plus le nom de la nana qui est dedans, mais le dernier message... Adoré le dernier message. Je l'avais mis en attente parce que j'attendais que Florence le reçoive de chez Pocket. Finalement, ça ne s'est pas fait. Du coup, je l'ai mis en attente, mais je compte bien me rattraper. Mais en attendant, j'ai commencé celui-ci. Il est assez court. Il fait 300 pages. 297. J'ai lu pour l'instant 30 pages, donc pas grand chose, mais je peux vous dire que ça commence très très fort puisqu'on rentre direct dans le vif du sujet. On va avoir une jeune femme qui s'appelle... Félicia, qui est genre commissaire-priseur, spécialiste de l'art, et elle donne des conférences, elle est assez connue, etc. Et en fait, à la fin d'une de ces conférences dans... Ah, je viens de me faire piquer par un moustique. Il y a encore des moustiques ici. Alors que Félicia, elle donnait une conférence dans une université, quelque chose d'assez grand, il va y avoir un homme qui va l'attendre avec une enveloppe, et dans cette enveloppe, il y a une proposition d'emploi de la part du comte de Castelmore, un truc comme ça. Non, c'est pas un conte, mais enfin bon, c'est un collectionneur très connu qui l'invite à le rejoindre dans son manoir pour expertiser des objets très particuliers dont il ne veut pas révéler l'information par écrit ni quoi que ce soit. Et donc elle décide de partir et d'aller dans les Appalaches, dans son manoir, pour expertiser ces objets. Et surtout, c'est que la promesse de cet homme, c'est qu'elle puisse repartir avec un objet de sa collection. Et elle est férue d'art, en plus elle a des dettes, donc vraiment c'est disons la raison idéale pour qu'elle puisse partir, malgré tous les red flags, en tout cas tous les signaux d'alerte qui lui disent que c'est pas franchement une bonne idée d'aller rejoindre quelqu'un que tu connais pas dans un manoir que tu connais pas, dans la campagne des Appalaches que tu connais pas. Mais elle y va quand même. Et du coup, j'en suis là. Derrière, en fait, à l'arrière, on sait qu'ils vont découvrir quelque chose, puisque ils sont les seuls à avoir vu l'impensable. Donc c'est très mystérieux. Mais du coup, quand elle arrive au manoir de la célèbre famille, son sang se glace. Félicia doit en réalité enquêter sur d'inexplicables disparitions humaines. Je vous lis pas plus de résumé parce que j'ai peur que ce soit spoilant pour vous comme pour moi. Mais voilà, donc je pense que ça va être intense. Et du coup, je prends avec moi Nicolas Begley. Je prends aussi ma liseuse rechargée cette fois pour ma petite semaine parisienne. Et voilà. Sinon, dans ma boîte aux lettres, j'avais... le mag 10-18, je l'ai pas encore feuilleté, mais du coup on est sur quelque chose d'assez sombre et plutôt creepy, halloweenesque enquête, donc j'aime bien. Ouais. Je me disais mais ils l'ont imprimé à l'envers, on est d'accord que ça c'est à l'endroit et là c'est à l'endroit aussi. Et parce que à l'intérieur, les livres ils sont dans l'autre sens. C'est très drôle. L'énigme du Turn Glass. Turn Glass. Ok, Turn Glass.
Le mari parfait d'Agatha Christie qui sort en poche. Je vous le déconseille. Je sais pas, mais j'ai pas lu celui-ci, mais j'ai lu celui d'avant. J'ai pas du tout aimé. Viviane Moore qui faisait le bureau des le bureau des affaires extraordinaires. La dernière enquête du bureau des affaires extraordinaires. Ça c'est pas mal. Bon bref, je vais feuilleter un peu tout ça. Le secret de Marie-Antoinette. Bon, c'est toujours des titres qui m'attirent ça. De Laurent Geoffrin. Ah, la fameuse série 10-18 sur les true crime que j'aime beaucoup. Je crois que j'en ai racheté un, non? J'en ai pas un deuxième dans ma palle? Non. Ah, je croyais que j'en avais acheté un autre. Du coup, moi j'ai lu l'affaire Alice Crimmins. Ah, je croyais que j'en avais racheté un. Mais bon, bref, du coup non. Donc, du coup, il y en a quelques-uns qui m'intéressent. J'aime beaucoup, c'est fait par des journalistes du magazine Society qui écrivent sur des true crime, des cold cases. Donc ce sont des true crime, ça veut dire des crimes vrais, des vraies histoires, des histoires vraies. Et cold case, c'est comme quoi ce sont jamais vraiment élucidés. En tout cas, moi j'avais adoré le premier qui était sorti de Anaïs Renevier, qui était sur l'affaire Alice Crimmins. Ça m'avait un peu turlupiné, j'avoue. Alors, du coup, au niveau du polar qui fait partie de la couverture de Gareth Rubens, c'est à l'envers, il y a écrit « Retournez le livre, découvrez la vérité. 2 histoires, 2 époques, 2 sens de lecture pour une histoire à énigme palpitante. » Alors, ça a l'air très vendeur comme ça, mais ça me fait un peu peur parce que souvent c'est un peu des ovnis littéraires et c'est un peu trop alambiqué pour moi dans le sens où je comprends pas trop pourquoi faire des micmacs très compliqué. Donc, voilà, on prend je ne sais pas dans quel sens. Du coup, c'est dans le sens. Donc du coup, pourquoi pas... Oh là là, non, c'est encore à l'envers. On a mal au cœur à faire. Ah d'accord, ils ont fait la moitié du magazine dans un sens et l'autre moitié dans l'autre sens. Bon, alors du coup, on reprend du début dans l'autre sens. Ensuite, il y a les drames de Paris, l'héritage mystérieux, Pierre-Alexis de Ponson du Terrail. Waouh, le nom quoi. Pas mal. Murakami. Ah, la Villa aux étoffes avec une réédition collector. Trop belle. Trop belle. Je suis à la bourre sur cette saga aussi. J'ai lu que les 2 premiers. J'avais adoré. Les drames de Paris. Tac. Ça a l'air trop bien ça aussi. De Pierre-Alexis de Ponson du Terrail. Mais c'est vieux. Publié à partir de 1857 dans le journal La Patrie, les drames de Paris sont l'un des plus célèbres représentants de la vague du roman feuilleton. Leur auteur, Ponson de Terrail, sera le feuilletoniste le plus lu du Second Empire. Premier épisode des drames de Paris, l'héritage mystérieux, en 2 tomes, voit s'affronter 2 frères ennemis, Armand de Carcase, le bienfaiteur des infortunés, et le vicomte Andrea, le génie du mal. Oh, c'est un peu un remake de Michael McDowell, en fait, version française et historique. Voilà. Ah, Marie-Bénédicte a écrit l'affaire Mitford. Ça, je l'ai reçu en grand format l'année dernière. Donc, pareil, ça a l'air cool. Voilà. Bon, bref, plein de nouveautés chez 10-18. En tout cas, si je fais une petite sélection, je vous en reparlerai juste ici. Je dois malheureusement vous laisser, donc je vous retrouve plus tard. Hello, aujourd'hui on est samedi et je suis en route pour aller à Tours au salon de la fleur qui est demain et du coup je suis en voiture. Voilà, je viens de faire
beaucoup d'heures de voiture et il me reste plus grand chose, mais j'ai réussi à lire dans la voiture, c'est chose extraordinaire parce que je n'y arrive d'habitude pas. Mais ici les routes sont un peu plus droites que dans le sud et du coup j'ai pas mal avancé. Le Nicolas Beuglet, du coup l'ultime avertissement, je suis page 180 sur les 295, donc bon j'avance un petit peu et c'est vraiment super bien. Donc voilà, je vais essayer de continuer encore un petit peu ce soir et j'essaierai de vous en reparler quand j'arrive à Paris dans la semaine ou alors demain ou quand j'ai un moment. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche, je suis actuellement à Tours, qui est une ville très sympathique et j'ai un petit peu avancé hier, comme je vous le disais, ma lecture puisque j'ai lu dans la voiture quasiment une centaine de pages, ce qui était assez un exploit pour moi parce que j'avoue que d'habitude j'arrive pas trop à lire en voiture, mais les routes ici sont plutôt droites. Donc du coup je suis page 206 sur 295 pour l'ultime avertissement de Nicolas Beuglet. Et vraiment j'adore cette histoire, c'est vraiment comment dire, intense parce qu'ici on va avoir plein de rebondissements, c'est une épopée réellement dans les Appalaches aux États-Unis à la quête d'une mystérieuse disparition. Donc voilà, je vous en reparlerai quand j'aurai terminé ce roman, mais pour le coup, eh bien, j'aime beaucoup et c'est toujours un plaisir de lire La Plume de Nicolas Beuglet. Je vous dis à plus. Pour toutes les personnes qui habitent à Tours, est-ce que vous connaissez cette librairie café? Ça a l'air trop mignon, mais c'est fermé. Aujourd'hui on est jeudi et je pense pas que j'aurai terminé de monter un carnet de bord pour demain. On est actuellement sur le retour dans le sud de la France. On a quitté Paris et tant mieux parce qu'il commence à faire vraiment froid. Mais je crois qu'on va récupérer la pluie dans le sud, donc pas cool. Mais tout ça pour dire que du coup là on a un peu de temps et je vais reprendre ma lecture de l'ultime secret, n'importe quoi, l'ultime avertissement. Il me reste présentement 70 pages et j'ai très envie de savoir la suite et fin de cette aventure parce que vraiment c'est une quête que font ces deux personnages qui sont un petit peu atypiques. On a un prêtre ancien flic et une experte en art qui vont être appelés dans un manoir pour à la base expertiser quelque chose, mais en fait ils sont réellement appelés pour enquêter sur la disparition du propriétaire. En fait c'est le fils qui fait appel à eux parce que son père a disparu lors d'une soirée avec ses amis passionnés d'art. Et en fait ils vont partir à une quête, c'est un peu une chasse à l'homme, ils vont découvrir plein de trucs au niveau de l'état, au niveau de... et ils vont traverser les villes, les pays même, voilà, vraiment un peu comme dans Le Cri de Nicolas Beuglet où on courait un peu partout, où on prenait un avion, on prenait un train, on prenait une voiture, on allait d'un endroit à un autre et tout ça. Ça me fait beaucoup penser à ça. Et ici le sujet est un petit peu particulier mais je ne vous le dévoile pas parce que c'est vraiment, j'ai été très surprise. Donc voilà, j'ai hâte de savoir la suite et fin. Alors après, juste un petit peu déçue parce que ça m'avait vendu du manoir enneigé, mais en fait manoir enneigé c'est vraiment quelques pages au début, après on le voit plus. Voilà, donc je pensais que c'était plus un huis clos, mais bon. En tout cas, j'adore toujours autant La Plume de Nicolas Beuglet, donc ça c'est cool. Et comme vous le voyez, je me suis acheté un coussin de gamer chez Ikea pour pouvoir lire avec un appuie-tête et pas avoir la nuque cassée comme ça quand tu lis. Donc voilà, je vous retrouve plus tard. Hello, aujourd'hui on est dimanche. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, mais du coup ma semaine a été un peu intense et je vous ai pas posté de carnet de bord vendredi parce que eh bien j'étais en voiture jeudi en train de rentrer dans le sud, donc du coup par contre je vous ai filmé un petit peu, j'ai réussi à lire et à finir mon livre, donc je vais vous en parler. Là c'est le matin, j'ai déposé mon mari à l'aéroport qui lui repart à Paris, moi je reste dans le sud et du coup voilà, je suis partie à l'aéroport, je suis revenue parce que là il est que 9 h et je suis en train de prendre un café dans mon mug
de Caro from Woodland. Alors j'ai pas acheté le dernier qu'elle a sorti, j'étais pas très fan, mais celui-ci c'est celui qui est sur The Holidays, le film, puisque c'est le cottage de The Holidays. Et il y a un petit pull là, comme ça. Et en dessous, vous avez Caro from Woodland. Je fais pas des bêtises. Regardez, si je bois, vous pouvez voir. Voilà, donc je prends un petit café, je me pose 5 minutes. J'ai commencé à ranger, nettoyer ma maison parce que j'étais pas là pendant une semaine. Et quand je suis pas là, il y a mes voisins qui viennent nourrir mes chats. Et mes chats font un peu leur life. Donc du coup, j'avais un peu le bazar partout. Voilà, il fait pas très chaud. Ça y est, c'est l'automne. Vraiment, dans le sud, là, je trouve que ça y est, on s'est pris. Alors hier, il faisait beau. J'avoue que j'ai pu avoir de la chance d'aller à un baptême sous le soleil. Mais aujourd'hui, il fait un peu moins beau. J'espère que ça va aller au salon du livre. Je sais pas encore trop si je reste habillée comme ça, parce que là, j'ai mis 3 couches. Ou si je me change, bon, on verra. Bref, on s'en fout. Alors, tout d'abord, je viens vous parler de ma lecture, puisque j'ai emmené avec moi et terminé. Alors ce qui est fou, c'est que j'ai réussi à lire en voiture, aller et retour. Donc ça c'était vraiment dingue. Je suis très très contente. Du coup je viens de me découvrir une nouvelle possibilité physiologique, c'est-à-dire de pouvoir lire en voiture. Alors ma technique, parce que je sais qu'il y en a qui sont intéressés. Alors ma technique c'est de pas lire comme ça, dans la voiture, mais c'est de lire un peu comme ça, en fait. Parce que d'une manière ou d'une autre, même si vos yeux sont là, vous voyez la route, je sais pas comment dire. En fait, même si tu cales tes coudes comme ça, c'est pas non plus obligé de faire comme ça. Mais tu vois, tu cales tes coudes comme ça, t'as la route qui avance, enfin qui est avalée devant toi. Et donc, potentiellement, bah, s'il y a un peu des virages ou quoi, ça reste naturel, tes yeux prennent en compte le mouvement. Voilà, enfin, moi, en tout cas, ça a marché. Et pourtant, j'ai passé donc toute une partie du côté de Lyon. En fait, quand tu descends Lyon vers le sud, là, ça commence à tourner. Et ça allait. Bon, après, vraiment, de Aix-en-Provence jusqu'à Nice, je vous déconseille parce que là, vraiment, nous, c'est des virages. Ça fait mal au cœur. Mais vraiment, j'étais trop contente de pouvoir lire et du coup terminer l'ultime avertissement de Nicolas Beuglet. Donc du coup, c'est son dernier, comme vous le savez. Ça n'a aucun lien avec les 2 premières trilogies. Vous pouvez le lire complètement indépendamment. Il n'y a aucun personnage qui est pareil. Enfin, vraiment, c'est un one-shot qui est complètement indépendant. Donc dans cette histoire, on va suivre comment elle s'appelle, Félicia. Félicia, c'est une jeune femme. Alors on est aux États-Unis. Je sais pas trop où on est, mais on est dans le nord des États-Unis. Peut-être... Bon, je sais pas. Et Félicia, en fait, elle est experte en art. Elle fait des conférences, elle est assez réputée, elle a une chaîne YouTube, voilà, donc c'est assez dynamique dans la nouvelle génération et tout ça. Et elle va être appelée par un monsieur, le monsieur Castelmore, je sais pas comment il s'appelle, Armand, non pas Armand, on s'en fout. Bref, elle va être appelée par un monsieur qui va la faire venir dans son domaine parce que c'est un grand collectionneur. En tout cas, son père est un grand collectionneur et il a besoin de faire expertiser des objets d'art très particuliers. Et donc, du coup, il fait appel à Félicia dans son manoir dans les Appalaches. Donc, elle doit se déplacer dans ce manoir. Sauf que arrivée sur place, eh bien, il y a des surprises qui l'attendent. C'est pas du tout ce qu'elle avait prévu. Et puis elle va rencontrer, du coup, elle va être en duo avec un prêtre pour enquêter sur quelque chose qui est évidemment en lien avec des objets d'art, bien sûr. Mais c'est bien plus complexe que ça et bien plus profond que ça. Et il va s'en suivre une aventure, une course-poursuite avec ces 2 personnages à travers les États-Unis. Et pas que. C'est encore une fois très dynamique, un peu comme Complot. Je pense que j'ai déjà dit tout ça, mais voilà. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, il y a quand même un bémol par rapport aux autres. C'était un peu trop rapide. J'avoue que... Alors, à double tranchant, parce que c'est un livre court, les chapitres sont courts, il se passe beaucoup d'actions, donc c'est très dynamique au niveau de la lecture. Donc, tu avales les pages, vraiment. C'est c'est génial. Mais d'un autre côté, assez frustrée parce que ça va très vite et j'avoue que la passionnée de romans historiques et victorien que je suis aime la lenteur. Alors, comme je suis une lectrice lente, bon, bah du coup, je fais traîner les choses quand je lis des livres lents.
Ce qui n'est pas le cas ici. Vous voyez que pour une fois j'ai lu un livre en une semaine, ce qui est pas mal. Mais voilà, j'aurais aimé, en fait, c'est pas forcément plus de longueur, mais c'est plus de profondeur peut-être. Les personnages, on sait qu'elle est historienne et qu'elle a un peu des casseroles, mais c'est tout. Enfin, l'experte en art, pardon, et qu'elle a un peu des casseroles. Et lui, on sait que c'est un pasteur, un prêtre. Oups, je me suis trompée de religion. Un prêtre qui a aussi un petit peu des casseroles. Mais c'est tout. J'ai pas eu le temps de m'attacher à ces personnages. En fait, ils vont lier une amitié, une relation tous les deux parce qu'ils vont être mis dans le même bateau. Mais j'ai pas été attachée à ces personnages. J'aurais voulu en savoir plus. La personne sur qui il y a un mystère, il y a une enquête, il y a des choses. J'aurais aimé aussi avoir un peu plus d'informations. Je sais pas, je dis pas la couleur de sa cravate, mais connaître un peu plus sa personnalité, son histoire. En fait, j'aurais voulu être plus proche de ces personnages. Et puis les actions sont tellement rapides que c'est presque pas incohérent, mais tu peux pas, enfin techniquement, prendre un avion, partir, revenir, nani, nani, nana, découvrir un truc, tu l'as trouvé et tu repars et tu reprends et ça va vite, ça va très très vite. Donc c'est hyper happant. Mais des fois c'est pas très crédible du coup j'aurais aimé un peu plus de profondeur. Alors après voilà, ça c'est mon petit bémol, ça reste un petit bémol parce que le livre est génial. Le sujet sous-jacent qui est un peu moralisateur comme aime bien le faire Nicolas Beuglet est très bien choisi, voilà, et très actuel, donc vraiment ça j'ai beaucoup aimé. Donc ça reste une très bonne lecture, c'est pas un coup de cœur. C'est une très bonne lecture. Si vous aimez Nicolas Beuglet, vous allez retrouver son dynamisme dedans. Vraiment, ça c'est cool. Ça me fait un peu penser aussi au dynamisme de Douglas Kennedy parce que j'en parlais hier avec ma belle-sœur et comme je vais à la dédicace, enfin je vais essayer de faire dédicacer un livre de Douglas Kennedy cet après-midi au Salon du Livre. Je lui parlais de Les Hommes ont peur de la lumière et de son deuxième qui s'appelle... Les mots me manquent, mais vous avez compris, celui qui se passe en 2030 et tout, blablabla. En fait, c'est pareil, c'est court et intense, et c'est un peu dans la même dynamique. Donc si vous aimez les deux derniers Douglas Kennedy et que vous aimez Nicolas Beuglet, vous aimerez celui-ci, c'est sûr. Le sujet, moi, j'ai beaucoup aimé, mais voilà, mon petit bémol, il est quand même présent. J'aurais aimé en savoir plus sur Félicia, sur Armand, sur... les mystères. Alors tout ce qui est en fait culturel, ça m'a suffi, parce que Nicolas Beuglet apprend des choses au lecteur quand même, et ça c'était intéressant. Mais les décors, les jonctions, enfin voilà, tout ça, j'aurais aimé un peu plus voilà, de lenteur et de profondeur. Donc une très bonne lecture pour celui-ci. Je suis de retour, mon chat voulait rentrer, voilà, et comme il fait pas chaud, j'ai fermé les portes. Bref. Après l'ultime avertissement, j'ai repris ma lecture de L'Oiseleuse de la Reine. Alors, dans le précédent carnet de bord, j'ai pas arrêté de dire L'Oiseleuse de Paris. Ce n'est pas L'Oiseleuse de Paris, c'est L'Oiseleuse de la Reine. Rien à voir. Enfin, presque rien à voir puisque ça se passe à Paris et à Versailles. Mais c'était pas ça le titre. Donc, désolée, Verseau. Désolée, comment s'appelle l'autrice? J'ai un trou. Mais en tout cas, je l'ai repris sur liseuse. La liseuse est dans la chambre. J'ai la flemme d'aller me lever. De toute façon, c'est une liseuse, donc c'est pas très intéressant. Mais ce qui est cool... Alors du coup, je suis très contente de retourner dans cette lecture. Et je pense qu'il y a une petite phase un peu dynamique là qui est en train de se passer et qui me plaît beaucoup. Donc je suis bien retournée dedans. Ça c'est cool. Puis entre temps j'en ai discuté avec Florence et elle m'a redonné envie de m'y remettre et tout ça. Donc voilà. Et pour le coup, là on est plein dans les descriptions historiques. Et il y a beaucoup de choses. Donc moi qui aime la profondeur, là on y est. Mais bref, tout ça pour faire le lien parce que j'ai reçu un paquet, enfin j'ai reçu plusieurs paquets, mais je sais d'avance ou presque parce que c'était pas clairement expliqué, mais comment vous dire que j'ai vu passer de nombreuses box de chez Verseau pour la sortie de L'Oiseleuse de la Reine. Et donc, je suppose que j'ai reçu dans la boîte aux lettres. Du coup, Verseau, bravo pour ce petit design que je trouve super fun. Il y a écrit « On est tous destinés à vivre une grande histoire » sur le packaging d'emballage. J'avoue que la marketeuse que je suis trouve ça assez cool. Donc, j'ouvre avec vous. Et je ne suis pas préparée car je n'ai pas mes ciseaux. D'aventure, si vous voulez me faire un cadeau, offrez-moi des ciseaux. Parce que genre j'ai 2-3 paires dans la maison. Je suis tout le temps en train de chercher des ciseaux. Donc,
faut que j'investisse dans les ciseaux. Tac. Alors, qu'est-ce donc? Oui, c'est bien, l'oiselleuse de la reine. Et c'est trop cool parce que du coup, j'avoue que j'ai bien envie de le reprendre en papier. Ta-da-da-da. Voilà. Le design est super beau, genre vraiment, je suis en train de vous l'ouvrir dans le mauvais sens, mais look at this. Pourquoi elle a un œuf? Ah, je commence à comprendre. Parce qu'il y a plein d'oiseaux et il y a des histoires d'oiseaux dans... Bah, l'oiseleuse, ok, on avait capté Estelle, mais... avec notre personnage principal. Mais je vous en parle juste après. Bref, on fait l'unboxing. Ok, great. Ça, c'est canon. Bravo, Verseau, je kiffe, vraiment. Alors, c'est dommage, parce que je pense qu'il y a un certain budget qui est donné à ce type de marketing, qui malheureusement finit à la poubelle, ce qui est dommage, mais franchement, moi j'adore l'effet. Je trouve que ça fait vraiment... C'est hyper qualitatif. Alors, sans tout chavirer, ça s'ouvre. Dans quel sens? Attendez. À force, mon café va être froid. Ouh. C'est tiédasse déjà. Alors, je fais de la place. One hour later. Oula! Vous ne voyez rien. Je vais vous ouvrir dans l'autre sens. Voilà ce que je vois. Des plumes, des plumes, des plumes, des plumes. C'est super fun. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on m'envoie? Coiffez-vous comme au 18e. Oh, vous voyez rien, j'ai le temps. Avec ce petit perroquet qui est quand même un personnage fort impressive de l'histoire. Attendez, je vous repose parce que là, j'y arrive pas. Et il y en a beaucoup des poils. Voilà, alors, coiffez-vous comme au 18e. Qu'est-ce donc? Super fun. En tout cas, bravo Benoît parce que le colis, j'adore. Toujours avec des clins d'œil marketing au top. Oh! Eh, mais ils ont pas déconné, Verseau, là. Oh, mais attendez, c'est des broches de pince de cheveux presque de mariage. Ma, c'est trop beau. Ouh là là. On va tester ça de suite. C'est parti. Alors. On va faire un peu le cul. Un petit chignon comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Attendez. Tac. Vous allez voir ce que vous allez voir. Moi, je ne verrai rien. Hop. Est-ce qu'on voit ma tête là? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je vais mettre sur là comme ça. C'est un nanana. Alors? C'est original, hein? Ça, c'est original comme goodies. Alors, pas que j'oublie d'enlever ça avant d'aller au salon de livre parce que alors là, les gens vont rien comprendre. Ah, j'avoue qu'il est beau. J'avoue qu'il est... Je vois Nelson qui regarde mes plumes là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Nelson? Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. Je vais lui ouvrir. Bref, alors du coup, je disais, ce livre est vraiment très très beau. Il est vraiment beau en papier. Regardez, la couverture, elle est trop belle. L'enluminure là, enfin je sais pas comment on appelle ça. La surbrillance. L'oiseleuse de la reine. Alors du coup, et comme vous l'avez compris, c'est un tome 1 puisque c'est une saga. Je sais pas du tout qui on va suivre. En fait, il y a plusieurs personnages féminins qui sont importants dans le livre. Je sais pas trop qui est le personnage le plus important qu'on va suivre dans la suite. Mais, ah mais il est génial, il est trop beau. Il serait pas dédicacé. Waouh. À Estelle
M. Trop mignonne. L'oiseleuse de la reine et moi espérons vous faire passer un joyeux moment à travers le XVIIIe siècle perché. Amicalement, Isabelle Duquesnoy. J'avoue, c'est stylé. Merci beaucoup. Oh, je vais le reprendre en papier parce que j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Alors, attendez, où est-ce que j'en suis? Je suis là. Donc, j'en suis page 116. Alors, attendez, il n'y a pas un marque-page dans tous ces goodies merveilleux? Il y a une petite lettre. Il n'y a pas un marque-page. Pas de marque-page. Bon. Et bien, il y aura un marque-page Nicolas Beuglet. Hein, rien à voir. Donc, je suis là, je suis page 116 sur 479. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux voir la l'oiseleuse aussi? Donc, je vais vous lire le résumé. Je suis désolée, je suis un peu lente là, mais ça fait longtemps que j'ai pas filmé, c'est un peu décousu. Alors, Isabelle Duquesnoy est la sœur du temps regretté Gentelet. Ah bon? Non, c'est la sœur littéraire, c'est pas sûrement sa sœur. Ceci dit, j'ai jamais lu Gentelet. 1786. Pour échapper au couvent et au bordel, Liselotte épouse le riche et vieux baron. Hein, du coup, c'est un lapsus plutôt réel. Le vieux baron de Beaupré. Préoccupé de s'assurer un héritier, il impose à la jolie roturière ses assauts lubriques, tout en l'initiant aux usages de la noblesse et à l'élevage de ses chers oiseaux. Hélas, bientôt victime d'une crise d'apoplexie, Casimir de Beaupré laisse son domaine à l'abandon et sa femme sans ressources. Ah, bon ben, je me suis fait spoiler parce que j'y suis pas encore. Il n'est pas encore mort. Or, la reine Marie-Antoinette s'entiche des plumes portées par une amie de Liselotte et décide de lui en passer commande. La baronne entreprend alors de repeupler son domaine d'espèces exotiques et précieuses, autruches, perdrix rouges, cygnes noirs, perroquets géants et ronds de capture, avec le soutien de Narong, un mystérieux étranger venu du Siam. Mais la colère du peuple éclate, le paradis bâti par Liselotte devenu oiseleuse et menacé. Pourra-t-il survivre à la révolution ? Donc là où j'en suis, le baron n'est pas encore mort, mais par contre il y a beaucoup de choses qui sont mises en place au niveau de elle, de sa position, Liselotte, de sa position au travers déjà du domaine en tant qu'épouse de Casimir, et puis elle va rencontrer une personne qui va la mettre en relation avec la reine, ou du moins qui va la représenter, parce que pour l'instant elle n'a pas encore vu la reine, mais qui va la représenter, qui va lui apprendre beaucoup de choses sur les usages de la noblesse, les manipulations politiques et populaires. Et donc du coup ça c'est plutôt intéressant. Moi j'avoue que j'ai peur des oiseaux, je déteste les oiseaux. Vraiment, il y a deux animaux sur terre qui me font très peur, c'est les singes et les oiseaux. Mais j'avoue que les oiseaux, j'ai peur de ça, j'ai horreur de ça vraiment. Les poules, tout ce que vous voulez, les pigeons, les oiseaux, même les trucs mignons, les perroquets, tout ça, ça me fait très très peur. Donc je flippe un peu en fait, j'aime pas trop les oiseaux dans le livre. Mais ils ont un rôle très important. Il y a un oiseau notamment qui est horriblement méchant et qui a une place très importante pour son mari à elle, et du coup l'oiseau le suit son mari partout, et genre même quand il fornique, l'oiseau regarde, c'est horrible. Il y a des scènes super malaisantes mais du coup c'est assez rigolo, et je pense que elle va se sortir de sa condition grâce à son ami, mais aussi à sa force de résilience, parce que du coup pour subir un peu tout ce monde, ce beau monde, mais qui est sale en fait, hein, c'est un beau monde avec des grands guillemets, eh bien elle va devoir se battre. Voilà, mais en tout cas bravo Verseau, je suis fan de la couve, je suis fan de ce que vous avez fait, de l'édition, franchement top top top. Je vais le reprendre en papier parce qu'il est trop beau. Alors pour terminer, je vais ouvrir ce petit document, il n'y a plus rien hein, à part des plumes. Je suis conviée à un dîner auprès de la reine. Ce manuscrit... Ah mais ça c'est la première page. Alors, ce manuscrit est l'histoire de ma vie. Il se trouve entre vos mains parce que vous avez fouillé les combles d'un château qui fut un jour le mien. Mais les demeures historiques ne nous appartiennent jamais. Elles nous abritent, exigent de notre part des sacrifices, tombent dans les bras des fils aînés et parfois de leurs épaules comme un fardeau. Si les constructions qui m'ont succédé n'ont pas dévasté le parc, vous distinguerez au fond des bois ma sépulture, surmontée d'une croix d'un couple d'oiseaux sculptés dans la pierre, le moyen abritant le noyer
Le noyer abritant mon tombeau fut planté en 1789, juste avant les révoltes du peuple affamé. Il donne de beaux fruits en octobre, lorsque les coques se fendillent. J'aurais aimé avoir le courage de brûler ces pages de confession afin que nul ne pénètre jamais l'intimité de mon existence. Mes pensées les plus secrètes, mes amours interdites et mes erreurs impardonnables, vous comprendrez que je me suis ravisée puisqu'elles sont aujourd'hui par vous découvertes. Toutefois, je m'oppose depuis les ténèbres à ce que ces feuillets soient publiés. Mince. À toute lecture en public ou même dans un salon privé. Et vous implore, cher inconnu, de veiller à ce qu'il ne devienne jamais une source de déshonneur pour ma descendance et pour ceux que j'ai aimés. J'ai parfois agi en effet à rebours de la morale, me heurtant aux principes d'un siècle qui n'accordait ni ne pardonnait rien aux femmes. Vous avez peut-être acheté mon château, soyez-y heureux et prospères. De temps à autre, venez déposer une fleur sur la dalle de mon tombeau. Elle m'indiquera que vous pensez à moi, qui vous est précédé en ces lieux, qui vous est précédé en ces lieux. À moins que vous ne soyez un promeneur, un fâcheux coulé entre deux volets mal fermés. Lorsque vous quitterez la maison, méfiez-vous des pièges dissimulés dans les herbes hautes. Leurs mâchoires sont aussi féroces que l'âme humaine. Liselotte, comtesse de Beaupré. C'est stylé. Je vais fermer ma porte. Encore une fois, merci beaucoup à Verso, merci pour ces goodies et tout, c'est super super fun, c'est super bien fait, je suis trop contente. Et du coup j'ai très envie de lire et de vous laisser là pour aller lire. Mais il faut que j'enchaîne parce que j'ai encore des unboxings à faire et puis ensuite je pars au salon du livre. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure très rapidement mais en fait c'est le salon du livre de Mouansartou, c'est un salon du livre qui est assez important quand même sur la Côte d'Azur. Disons qu'il y a deux gros salons, c'est Mouansartou et Nice. Nice qui se tient en juin, que je loupe depuis quelques temps parce que au mois de juin je suis assez en vadrouille, on va dire. Ah oui, j'ai ça aussi, j'ai ma petite coiffe dans les cheveux. Voilà, donc du coup, je continue mon petit unboxing. Ah oui, je fais une parenthèse, mais à l'audio, je suis toujours dans Rendez-vous avec le diable. J'ai pas avancé. Non, j'ai avancé par rapport à ce marque-page, mais je suis quasiment à quoi 40%, un truc comme ça. Donc, j'aime toujours autant, mais bon, c'est une enquête, c'est un tome 8, donc je vous en parlerai plus tard. J'ai 2 livres à ouvrir, dont un que j'ai très envie d'ouvrir avant de partir au salon, parce que c'est un livre qui est cher à mon cœur et que j'ai très très hâte de voir, parce que je l'ai lu et adoré. Donc, vous l'aurez compris, c'est le livre de Karin Pitoki. Je ne sais pas lequel des deux c'est, mais peut-être que c'est lui. C'est pas lui. Non mais attendez, j'ai pas reçu. Puisque ça, c'est un livre de Charleston. Et ça, c'est un livre de Charleston. Oh non, je croyais que j'allais recevoir le livre de Karine pour l'avoir tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, je suis quand même très très contente. J'ai reçu le dernier Jenny Colgan de chez Charleston, Minuit à la charmante librairie. J'adore la charmante librairie. Vous savez, j'ai écouté. Non, j'ai lu. J'ai lu ou j'ai écouté? Je m'en souviens plus. Non, j'ai lu. Oh oui, j'ai lu en papier quand on était oui, à la Garden Party de Charleston, voilà, c'est bon, je me remets dans l'histoire. Quand on a été en juin, justement, pendant le week-end du Festival du Livre de Nice, j'ai pas pu y aller parce que j'étais à la Garden Party Charleston avec Tatane, Flo et tout ça, et du coup, je lisais dans le train, j'aurais fermé ma chemise, je lisais dans le train le Charmante librairie, je sais plus quel tome. Bref, c'est peut-être écrit. Non, j'arrive pas. C'est peut-être écrit là. Ah là là, il y a la confiserie de Rosie aussi qu'il faut que je m'achète. Je l'ai pas. Minuit à la Charmante librairie. On est d'accord que là, ça se passe à Noël. Oh là là, je suis trop à la bourre. Non, attendez, il faut que je regarde où j'en suis. Bon, ça va pas du tout, il m'en manque un. Alors, dans l'ordre, il y a le tome 1, La charmante librairie des jours heureux, que j'ai lu. En tome 2, il y a La charmante librairie des flots tranquilles, que j'ai lu. Et
pépite celui-là. J'ai été hyper touchée par ce tome. Ensuite, j'ai lu et fait dédicacer en juin La charmante librairie des amours lointaines. Donc celui-là, c'est bon. Ensuite, il m'en manque un. Noël à la charmante librairie. Que j'ai pas. Et derrière, après, bon, il y a la saga de Rosie, mais on n'en parle pas. Et ensuite, il y a celui-ci. Donc ça veut dire qu'il faut que j'en lise un entre les deux. Bon, c'est pas bien grave. Alors, Minuit à la charmante librairie. Alors, pour vous restituer, la charmante librairie, c'est une librairie itinérante qui est dans le tome 1. C'est une jeune femme qui va s'installer en Écosse avec son van livre, enfin son van bibliothèque. Et du coup, elle va... Comment dire? Elle va s'installer dans un petit hameau, elle va être vachement rejetée dès le début, vraiment personne ne l'aime, personne ne lui achète des livres, elle est toute seule, elle est perdue, enfin c'est un peu la cata. Et puis finalement, de fil en aiguille, elle va faire des rencontres et des gens vont lui faire confiance, vont commencer à lui acheter des livres, vont faire parler d'elle. Il va y avoir aussi quelque chose qui va se passer dans le village et elle va être impliquée et elle va être... tout de suite un peu mieux vue et valorisée. Donc on suit, c'est Nina je crois, voilà c'est ça. Nina, évidemment, elle va aussi rencontrer quelqu'un. Et donc ce premier tome était vraiment super chou. Ensuite, celui-là, on va suivre qu'une autre personne, une autre jeune femme qui s'appelle Zoé. Et qui, elle, est une maman, une jeune mère qui est complètement perdue à Londres, qui n'arrive pas à se boucler les fins de mois, qui est toute seule, complètement délaissée. Et elle va se retrouver d'une manière ou d'une autre dans le village écossais. Et là, pareil, il va se passer plein de petites choses. Et elle va faire une rencontre puisqu'elle va devoir travailler pour une famille dans un manoir. Et en même temps, un peu s'occuper de son fils. C'est une maman qui galère. Et j'ai trouvé ce tome hyper touchant parce que les rencontres qu'elle va faire et la morale de l'histoire de ce livre, elle est toute mignonne. Et vraiment, je crois que j'ai pleuré dans celui-là. Donc celui-là, je vous le recommande. Mais par contre, il faut les suivre parce que ce village, il est trop chouquinette, quoi. En plus, on rencontre toujours la boulangère, on rencontre toujours les mêmes personnages. Donc vraiment, je vous conseille de les lire dans l'ordre. Et celui-ci, voilà, c'est une infirmière et elle va en fait échanger sa place avec un infirmier. Donc elle est infirmière à Londres. Elle échange sa place avec un infirmier de la petite ville de... Depuis tout à l'heure, je sais pas le nom... Bon, je sais plus, de l'Écosse, et ils échangent en fait leur place, et elle va vivre dans le cottage de cet homme, pendant que lui va vivre dans sa petite chambre de bonne à Londres. Et en fait, d'une façon ou d'une autre, ces deux personnages vont s'écrire, vont découvrir la vie l'un de l'autre, et vont bien s'entendre, si tu vois ce que je veux dire. Le Noël, j'ai pas. Et puis celui-ci, Carmen a le moral dans les chaussettes. Pour éviter la faillite, la magnifique librairie où elle travaille est devenue un lieu de tournage du film de Noël complètement ringard. Et l'amour de sa vie vient de s'envoler à des milliers de kilomètres pour aller étudier un arbre dans la forêt amazonienne. L'esprit de Noël n'est décidément pas au rendez-vous. Mais lorsque le vieux propriétaire de la librairie avoue qu'il pense s'associer à un homme d'affaires un peu louche pour réaliser son rêve de voyager en Antarctique, la jeune femme met tout en œuvre pour sauver la librairie. Avec l'aide des commerçants du quartier et de sa famille, Carmen pourrait bien réaliser son plus grand tour de magie. Mais quel est le rapport? On est en Écosse? Je suis très intriguée car je ne vois pas le lien. Mais peut-être qu'on va le découvrir dedans. Bref, j'adore Jenny Colgan. C'est toujours cosy, c'est toujours doudou, c'est une valeur sûre. Il se passe toujours des trucs trop mignons, gentils, bienveillants, avec toujours des bonnes intentions. Donc Jenny Colgan, c'est pépite, valeur sûre. Je pense qu'avant, j'avais des a priori sur les livres un peu feel good, un peu chick lit comme on appelle. Alors pourquoi d'ailleurs on dit chick lit? Parce que c'est de la littérature de poulette. Traduction littérale de l'anglais. Chick pour chicken. Et en fait, on dit chicken littérature, c'est de la littérature de poulette, quoi. C'est naze. Et du coup, je pense qu'il y a un truc un peu ringard sur l'image qu'on se fait de la littérature de poulette. Et Jenny Colgan, pour moi, c'était un peu l'apogée de la littérature de poulette, avec type Emily Blaine ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que c'est pas vraiment de la romance, parce que c'est pas le sujet, mais c'est des trucs cosy doudou, tu vois. Et en fait, moi, j'adore, ça me fait du bien. Entre deux, pourtant, je vois, j'aime bien. J'aime ça, et j'aime ça. Mais, j'aime ça aussi. Et ça, typiquement, voilà, c'est mon trio gagnant. Et j'adore alterner ce type de littérature, parce que je sais que ça me fait du bien, c'est cosy, ça me fait... Tu sais, c'est le petit...
le petit, comment dire, petite Madeleine de Proust cosy mignonne. Ça prend aux tripes et ça j'adore parce que j'adore l'époque et j'ai toujours l'impression d'apprendre des choses. Donc voilà, donc je suis trop contente. Merci beaucoup à Charleston du coup pour m'envoyer encore les livres du groupe. J'avoue que je demande très peu de choses, mais il y a 2 autrices que je veux suivre pour toujours ad vitam aeternam, donc sachez-le, c'est Jenny Colgan et Lucinda Riley. Donc si les éditions Charleston continuent de me les envoyer, je leur envoie des cœurs et sinon je me les achète en librairie bien entendu. Et donc du coup j'ai un 2e paquet qui me vient des éditions Le Duc. Et là j'avoue que je ne sais pas du tout, parce que j'ai rien demandé et puis... Ah mais si. Non si je l'ai demandé. Je retire ce que j'ai dit et je suis aussi trop contente parce que c'est le prochain Clarisse Sabat dans la saga de Noël, toujours la douce magie de Noël, nouvelle comédie de Noël de Clarisse Sabat avec ses couvertures qui sont toujours aussi mignonnes, j'aime trop. Et on est de retour à Valenod, ça c'est trop bien. Je suis désolée, j'ai une voix de niaise à chaque fois que je parle des livres comme ça, c'est insupportable. Alors, Valenod, c'est le village inventé de Clarisse Sabat qui se passe dans les Alpes du sud, donc de chez nous, où elle va emmener ses personnages chaque année. Et il y a une espèce de famille qu'on va suivre, qui va graviter à Valenod, qu'on va suivre chaque année. Et là, je crois qu'il m'en manque un. Je les ai tous lus ou écoutés, mais il y en a un physiquement que je n'ai pas. C'est Sous un ciel étoilé. Voilà. Donc, pour tout vous dire, il y a ces 4 là qui sont sortis. La vie est belle et drôle à la fois. La vie a plus d'imagination que nous, dans l'ordre. Et nous danserons sous les flocons et sous un ciel étoilé. Voilà. Et je les ai tous lus ou écoutés, mais sous un ciel étoilé, je crois que je l'ai pas. Enfin, il y en a un que j'ai pas. Il faudrait que je vérifie. Et un jour où je peux voir Clarisse, eh bien, je lui prendrai, ou alors je commanderai en grand, parce je les ai tous en grand Charleston. Je tourne la tête parce qu'ils sont derrière moi, donc... Bon, je vois pas. En tout cas, merci beaucoup, je suis trop contente. Voilà, on est... Ah, ça y est, je crois qu'on est parti là. Là, on est sur Noël, c'est noëlesque. On va commencer à regarder les téléfilms sur Netflix de Noël. Parce que moi, j'adore ça, vraiment. Je suis le bon public pour ce genre de cinéma. Si on peut appeler ça du cinéma. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à ouvrir. C'est déjà énorme, j'en ai partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais ranger... mes Jenny Colgan déjà re-rangées dans ma bibliothèque. Hop. Et puis ensuite je vais me préparer à partir au salon du livre. Je sais pas du tout quelle heure il est là. J'ai ma montre mais elle est pas à l'heure. Je sais pas du tout quelle heure il est, mais je vais peut-être me changer, mettre un truc un peu plus chaud ou un peu plus adéquat à la température extérieure. Je vais enlever mes bigoudis brillants dans les cheveux là. Et puis je vous emmènerai un petit peu avec moi au salon du livre. Ensuite, si j'ai le courage, je fais le montage de mon carnet de bord ce soir pour que vous ayez ma vidéo ce soir, un dimanche soir. Il n'y a pas de règle, c'est pas vendredi mais c'est pas grave. C'est juste que ça me fait de la peine à chaque fois, vous n'avez pas les vidéos le vendredi, je sais que vous m'écrivez. Et voilà, bref, je vous laisse, je vous dis à plus. Bon, je viens de faire une photo pour l'oiseleuse, donc du coup je vais ranger les plumes dans la petite boîte là, ça sera très bien. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé, vous savez, l'emballage dans lequel c'était fait. Comme ça je me suis gardé ça, ce petit mot, et je me suis coupé la oiseleuse en mode pour faire un marque-page. Donc du coup c'est le carton d'emballage et du coup ça fait super bien le job. Donc je vais garder ça et ça à l'intérieur pour souvenir. Et puis du coup moi j'ai découpé ça pour faire ma photo. Et voilà, le job est fait. Et ça je vais le garder aussi là-dedans avec les accessoires. Voilà, bon allez, il faut vraiment que je me bouge et que j'aille au salon du livre. Voilà, fin du salon du livre de Montsartou, du festival du livre de Montsartou. J'ai été super sage, je n'ai acheté qu'un livre, vraiment trop sage, mais parce que les auteurs, le Douglas Kennedy que je voulais voir était déjà parti. J'ai un peu loupé tout le monde, je suis vraiment restée avec les filles du dépapotage et Karine, bien sûr, chère Karine, qui m'a fait la surprise de me faire monter sur scène pendant sa petite conférence, sa petite présentation. Et du coup, pour que je puisse présenter le genre du Cozy Mystery.
Et je suis trop contente et j'ai trop hâte de pouvoir organiser un prochain Cozy Mystery Day. Et voilà, et c'était super fun de voir les filles et tout. Maintenant c'est la fin d'après-midi et j'ai juste envie de rentrer, de me prendre un thé et de lire. Voilà, donc je vous retrouve à la maison pour vous présenter ma lecture. Bon bah du coup je suis de retour du salon, il commence à faire nuit donc je vais me dépêcher. J'avais pris avec moi mon tote bag de mémoire de la... pas de mémoire de la forêt, du Renard Doré. Je sais plus quelle édition mais c'est la librairie dans l'arbre qui a été dessinée par Sanoé et derrière il y avait un petit renard dédicacé. Voilà, du coup j'avais pris ce tote bag très automnal avec moi. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait dédicacer avec Tatane, parce que j'ai croisé Tatane, ma tante, qui était là avec une amie à elle. Du coup, on a pris toutes les deux le livre de Alizée Cornet, La valse des jours, qui est paru donc chez J'ai lu, d'abord chez Flammarion, puis chez J'ai lu. C'est un livre que nous a recommandé fortement Laurie et Manuela, qui nous ont fortement recommandé à plusieurs papotages. Donc du coup, voilà, je l'ai mis dans ma liste. C'est une histoire de famille qui se passe à Nice, en intergénérationnel, qui est inspirée de la vie de Alizée Cornet. Alizée Cornet, peut-être que vous la connaissez en tant que tenniswoman. Mais du coup voilà, là on est plutôt dans une saga familiale régionale, donc clairement c'était quelque chose que vraiment j'aimais. Je vais vous lire le résumé et puis voilà. La valse des jours. Comment l'apprentissage de la vie se transmet-il entre trois femmes d'une même famille? Quel fil invisible et puissant lie Hélène et ses filles, Mouna et Jeanne? Au cœur des années 1960 à Nice, ce sont les jours tourmentés de femmes nées dans un milieu modeste où l'alcool abîme les hommes et où l'émancipation est difficile. Mais ce sont aussi les jours heureux. La lumière qui jaillit au gré d'une danse, d'un amour, d'un lien indestructible et la certitude que demain sera plus beau. Dans une société française en pleine évolution, Alizée Cornet, inspirée par les histoires vraies de sa famille, fait battre le cœur de ces personnages à l'unisson. Voilà, donc clairement moi j'ai beaucoup aimé ce résumé qui m'avait été fait par les papoteuses et donc je suis très contente et puis l'autrice est adorable. Donc il a rejoint ma palle et c'est tout, voilà, croyez-le ou non. C'est tout. Évidemment, j'ai passé un super moment avec les filles, avec Karine. Karine qui m'a fait monter sur scène, du coup pour parler du cosy. Et puis voilà, puis j'ai vu ma mère qui tenait un stand dans les associations puisqu'elle est présidente d'une association féminine qui s'appelle les Sœurs Optimistes. C'est une ONG internationale. Donc voilà, elle avait son stand et puis j'ai croisé ma tante et j'ai croisé des libraires, des filles du club lecture, des auteurs, des autrices, donc vraiment plein de belles personnes et je suis très contente. J'ai croisé aussi Catherine Bardon avec qui on a pas mal discuté, donc c'était un bon salon. J'ai juste loupé Douglas Kennedy. En fait, quand il était là, il y avait trop de monde et je me suis dit oh je dirais après, et puis bah j'y suis allée après et il n'y était plus. Voilà, mais en tout cas c'était cool, ça m'a fait du bien. Là j'ai qu'une envie, c'est d'aller lire, donc je vais aller me doucher, me mettre une petite musique d'ambiance, une petite tisane et lire, ou alors faire le montage de mon carnet de bord si j'ai le courage. Mais en tout cas, je vais me le conclure ici, m'arrêter ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous avez donné envie de lire quelques-unes de ces lectures. Moi je vous laisse et je vous dis à plus. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi et bien sûr vous avez vu que je n'ai pas fait le montage dimanche et j'ai pas publié dimanche finalement après le salon du livre parce qu'en fait j'ai fait un transfert de mon ancien ordi vers un nouvel ordi et ça m'a pris 2h30, donc du coup clairement après j'avais plus la foi et quand tu fais un transfert tu peux pas accéder à ton ordinateur puisque ça transfère. Bref, donc je suis de retour, j'ai deux choses à vous dire. Et enfin non. Alors déjà, niveau lecture audio, je suis dégoûtée parce que je suis en train de terminer les Rendez-vous avec le diable de Julia Chapman, donc le tome 8 des détectives du Yorkshire. Il me reste ça, donc 50 pages, hein. Vraiment le dénouement quoi. Sauf que je n'ai plus de créditeur Nextory. Voilà, j'ai beaucoup trop écouté ce mois-ci, donc du coup j'ai plus de créditeur, donc c'est pas grave. Soit je le terminerai en papier parce que vraiment c'est 50 pages, soit je l'écouterai plus tard, mais j'ai quand même envie de savoir la fin puisque là on est pile sur le dénouement de cette enquête et j'ai beaucoup aimé cette enquête parce que
J'ai l'impression qu'on sent un petit peu la fin de la saga. Il y a un grand mystère qui plane depuis le tome 3, je pense, sur Bruncliff, la ville où vivent les personnages du coup dans le Yorkshire. Et là, on est vraiment sur le dénouement de l'intrigue qui dure depuis un certain temps. Donc j'avoue que j'aime beaucoup cet homme. En plus, il se passe des choses entre Delilah et Samson qui sont assez concrètes. Donc même si on sent que c'est pas le dernier tome parce que ça répond pas à toutes les questions, je pense qu'une fois que je l'aurai terminé, je sens la fin. Voilà, donc je sais pas du tout combien de tomes en réalité a prévu Julia Chapman sur cette saga. Il me reste un de sûr qui est Rendez-vous avec la justice. C'est le tome 9, donc peut-être qu'il n'y a que 10 tomes ou 9 tomes dans cette saga, j'en sais trop rien. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, ça reste ma série chouchoupinette. Voilà, vraiment, c'est le moment cosy, cosy doudou que j'adore. Ça reste ma préf de préf, je crois. Non, je sais pas, parce que j'adore celle de Karine aussi, mais là c'est parce que... Je pense que c'est parce que je suis au tome 8 et que du coup, j'ai vraiment... appris à connaître les personnages depuis très longtemps et que je les adore, voilà. Bref, donc ça c'était ma lecture audio. Sinon après ça, j'ai très envie d'écouter Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea parce que j'en ai discuté avec ma copine Sophie. Sophie et ses livres sur Instagram, je crois que c'est ça le pseudo, mais Sophie de notre club lecture des papoteuses qui aime beaucoup Jean-Baptiste Andrea et on a eu un échange dessus et elle m'a donné envie de le lire, Veiller sur elle, mais le livre est un peu gros, je sais pas, j'ai envie de le tenter à l'audio, donc peut-être que ça sera une tentative Next Story. Et si jamais vraiment j'ai plus de crédit audio, il faut que je regarde quand est-ce qu'est mon abonnement de renouvellement. Mais sinon je le passerai sur Audible, j'ai des vieux crédits que j'utilise pas. Donc voilà pour les news du côté audio. Du côté papier, vous savez, j'ai repris L'Oiseleuse de la Reine d'Isabelle Duquesnoy aux éditions Verso, le tome 1 qui s'appelle Le Château des Soupirs. Je l'ai repris en version papier puisque je le trouvais plus agréable qu'en numérique. Je suis page 295, donc j'arrive sur la fin. Je pense que je vais essayer de le finir ce soir. Il me reste à peu près 150 pages. Mais ce soir j'ai rien prévu, je suis toute seule chez moi et comme après je vais partir en enterrement de vie de jeune fille ce week-end, je n'aurai pas le temps de le finir et vraiment j'ai envie de le finir. Donc voilà, donc je vais essayer de vous donner mon avis dans ce carnet de bord, peut-être ce soir ou demain. Mais en tout cas j'aime beaucoup mieux, la dynamique est beaucoup plus intéressante. En fait je pense que comme c'est une saga, et que c'est un tome 1, le début était un peu lent pour moi puisque les choses se mettent en place, ce qui est normal en réalité, mais du coup moi j'avais envie d'aller plus loin, j'avais envie de dynamisme, j'avais envie de... ouais, que les choses bougent, et elles bougent à partir de 200 pages à peu près, vraiment où là ça s'accélère clairement, donc ça j'ai beaucoup aimé. Par contre mon bémol, c'est la 4e de couverture, je la trouve beaucoup trop spoilante, puisque là où j'en suis, il y a encore des choses qui sont pas vraiment passées, ou pas encore vraiment réalisées, alors que je suis page 300, enfin... Donc ouais, j'ai envie de dire, attention Verseau, ne spoilez pas tout dans les résumés, donc si jamais vous aimez Versailles, vous aimez... les oiseaux aussi, parce que personnellement j'ai fait un cauchemar cette nuit, je déteste les oiseaux et à chaque fois qu'il y a des descriptions de becs, d'ongles, de griffes, je sais pas, à un moment donné il y a un oiseau qui fait un nid, qui couvre son œuf et qui devient très agressif, ce qui est normal, hein, mais moi pour moi c'est j'ai des frissons, quelle horreur. Donc si vous aimez les oiseaux par contre, ce livre c'est fait pour vous, et si vous aimez l'environnement vraiment du roi soleil, de Versailles, de la Révolution, c'est super immersif. Vraiment, Isabelle Duquesnoy, elle est spécialiste, je pense, de cette période. Parce que entre les dialogues, les décors, la politique, l'économie, elle maîtrise le sujet et du coup, ça rend la lecture très immersive. Donc vraiment agréable. Après, si vous n'êtes pas trop fan du genre historique, peut-être que c'est pas le meilleur primo-roman historique parce que du coup, c'est très profond dans l'immersion, et donc si vous aimez pas trop, je suis pas sûre, mais enfin ça peut plaire à tout le monde, je vous dirais. Après au niveau langage, écriture et tout ça, c'est très accessible, ça se lit assez facilement, il y a beaucoup de dialogues, donc ça c'est fluide. Les chapitres sont pas très longs non plus, donc ça c'est aussi fluide, et le personnage principal qui s'appelle Liselotte est assez sympa, franchement on s'attache facilement à elle, et puis après il y a d'autres personnages qui arrivent, je vous spoilerai pas, mais que j'aime beaucoup également, donc voilà, donc je vous dirai mon avis final très vite, j'espère. Et après ça, je devrais lire un livre avec Florence, peut-être Alma.
de Catherine Bardon que j'ai très envie de lire parce qu'en plus j'ai une soirée visio avec l'autrice la semaine prochaine. Donc vraiment j'ai envie de le lire, il est pas très long, il fait 180 pages et en plus moi j'ai commencé à lire les 2 premières pages juste pour me mettre dans l'ambiance et j'ai dû me freiner pour attendre Flo parce que du coup je voulais aussi finir ça avant de me lancer dans une nouvelle lecture. Mais ça sera très probablement Alma de Catherine Bardon. Voilà, et ensuite je sais pas trop parce que j'ai envie de reprendre des cozy mystery ou des trucs un peu doudou parce que là il commence à faire froid, c'est l'automne et tout, donc peut-être que je lirai Cottage Fantôme. Oula, on m'a offert pour mon anniversaire des bonbons au miel que j'adore, donc je les mange un peu le soir. Non, c'est pas ça que je voulais attraper. C'était celui-là. J'ai très envie de lire ça aussi parce que j'ai vu que le tome 3 de Whisky, Scotch et Scone et Chardon, le tome 3 était sorti ou va paraître. Donc j'ai vraiment envie de lire ça et c'est un peu cosy en Écosse. J'aimais beaucoup ce cosy. Ou alors lire La mort de Tante Dimity parce que c'est le tome 1 aussi de cette nouvelle saga Cozy Mystery qui me fait très envie chez Verso et Florence vient de recevoir le tome 2 donc du coup elle m'a dit ah mais t'as pas encore lu le tome 1 et non du coup pas encore et franchement j'aime beaucoup. Alors après ça fait un peu Verso je suis à fond mais j'ai très envie de lire ça aussi donc voilà je sais pas trop en tout cas priorité je pense à Alma et après on verra bien. Ah oui, il y a lui aussi. Vraiment, il y a le Julien Dufresne-Lamy qui me tente bien. Faut que je vois si Florence, elle veut qu'on le lise ensemble ou si elle l'a déjà lu. Je ne sais plus. Bref, donc ça, c'est pour mon actu lecture. Et sinon, j'ai reçu un paquet dans ma boîte aux lettres et je crois savoir d'où ça vient parce que ça vient des éditions Robert Laffont. Et du coup, je pense que c'est le livre de Karine. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Bon, je l'ai vu samedi au salon, enfin dimanche pardon, au salon du livre de Montsartou. La couverture, elle est parfaite. Franchement, comment il s'appelle? J'ai son nom de famille, mais j'ai pas son... Alexis Bruchon, il est parfait comme illustrateur. Vous voyez, j'ai l'illustration juste ici que m'avait offert Karine. J'aime trop. Et là, celui-ci, il est magnifique. Avec le sapin sur la tranche. Et c'est très représentatif du coup puisque ça se passe dans un manoir, c'est un huis clos. Donc, oh là là, alors je vais ouvrir ce livre et après j'ai mon déjeuner qui m'attend puisque je viens d'entendre que ça a sonné. Alors, le marque-page, il est carrément trop beau parce que... Ah, il y a le tome 1. J'allais dire, il y a Oscar qui pète un câble. Qu'est-ce que t'as vu? Une mouche? Ok. Là, il y a la couverture du tome 1 et là, il y a la couverture du tome 2. J'avoue que les marque-pages sont canons. Il n'y a pas trop de fioritures en plus, c'est trop beau. Ça fait pas marque-page commercial, c'est trop beau. La petite plaquette, trop mignonne du tome 1. Je vais pleurer ou pas? Merci, oh, elle est trop mignonne. J'adore. Merci Karine. Merci Robert Laffont, merci Karine. Oh, franchement, il est trop beau. Il est trop beau. Alors, je vous ai déjà parlé de ce livre quand je l'ai lu en numérique, en avant-première, parce que du coup, je l'ai déjà lu. J'ai eu cette chance et j'ai adoré cette histoire. Donc ici, on va retrouver Joanne et Laurie. Ce sont nos 2 personnages qu'on adore, c'est-à-dire un pasteur et une scénariste de renom qui sont anciennement meilleures amies mais qui ont un petit peu changé d'axe de vie puisque Laurie était un avocat et il est devenu pasteur et puis elle a fait sa vie à Londres ou dans une grande ville, je sais plus trop, oui je crois à Londres et puis elle est revenue dans sa petite terre natale de St. Mary Hill dans le tome 1 après un échec cuisant dans sa relation amoureuse puisque son mec l'a trompée bien sûr avec une jeune actrice, voilà. Et puis après avoir résolu un mystère dans St. Mary Hill dans le tome 1, ici on va les retrouver le Noël suivant. Et voilà, Joanne doit partir faire une murder party avec son neveu et son associé, sa collaboratrice super fancy, super fun. Et ils partent au manoir pour faire la murder party.
On va être en Écosse, on va prendre le train Jacobite, on va avoir des décors enneigés dans un manoir historique avec des mystères et un peu des fantômes, ou du moins des mystères. Et puis Laurie va également intervenir dans ce manoir parce que il se passe des trucs. Voilà, j'essaye de pas trop spoiler. Pendant ce temps-là, à St. Mary Hill, il se passe aussi des trucs assez louches. Et donc on va avoir vraiment ces deux décors, cette espèce de double enquête, si je peux me permettre. Mais pour moi, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une espèce de deux parties. Une première partie qui se passe au manoir et une deuxième partie qui se passe à St. Mary Hill. Et c'est le côté un peu cosy où on retourne à la maison et les choses se mettent en place aussi. Au niveau de la relation et de l'amitié. Voilà, je veux pas spoiler, mais il est trop bien. Évidemment, vous le retrouvez chez Robert Laffont et dans les meilleures librairies, ainsi que le tome 1 qui s'appelle Retour à St. Mary Hill, que vous voyez là. Trop beau. Ils sont vraiment beaux. C'est hyper quali, même le papier il est quali, j'adore. Il y a toujours nos petits acolytes là, hein. On les oublie pas. Mais si vous ne les connaissez pas encore, je vous invite à lire le tome 1. Vous allez découvrir aussi nos petits acolytes et tous les autres personnages. Super fun et super sympathique de St. Mary Hill. Voilà, donc merci beaucoup Karine et les éditions Robert Laffont pour cet envoi qui va aller directement dans ma bibliothèque. Trop beau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'essaye peut-être de vous conclure le carnet de bord avec mon avis sur l'oiseleuse de la reine ce soir ou demain pour vous faire le montage. Et vraiment essayer de vous publier la vidéo vendredi. Je pense qu'elle sera un petit peu longue du coup puisque ça fera 2 semaines. Mais je vous laisse pour le moment, je vais aller manger et je vous dis à plus. Je vais vous laisser là, on va aller lire. Mais il faut que j'enchaîne parce que j'ai encore des unboxings à faire et puis ensuite je pars au salon du livre. Je voulais évoquer. Et bonsoir, on est toujours mercredi. Je suis désolée pour la piètre qualité de la lumière, mais il est presque 22 h. Je suis en train de me prendre une petite tisane avec une cuillère de miel dans ce mug d'ailleurs que on m'avait offert au Cozy Mystery Day et avec une petite bougie noëlesque que j'ai depuis un certain temps et que j'avais jamais brûlé, que Flow & Books m'avait offert. Donc ouais, je suis dans une ambiance toute cosy pour vous parler d'une réception que j'ai faite, enfin voilà, que j'ai reçue dans ma boîte aux lettres. Aujourd'hui, j'ai été la chercher seulement ce soir en fait quand je suis revenue du sport. Je me suis arrêtée à la boîte aux lettres parce que toute la journée il a plu des cordes. Je pensais pas que le facteur avait posé des choses. Et donc je suis très contente parce que j'ai reçu la box qui a l'air très belle et très prometteuse de Retenir l'hiver de Ingrid Desjours de chez Hauteville. Donc déjà on apprécie le travail marketing parce que franchement je vais pas vous montrer mon adresse mais vraiment c'est super beau. Et puis si vous vous souvenez, en fait Ingrid Desjours je l'avais rencontrée à une soirée de lancement pour son Cozy Mystery. Un Cozy Mystery auquel j'avais pas trop accroché parce que je m'étais pas identifiée au personnage principal. J'avoue qu'elle était un petit peu aux antipodes de ma personnalité et voilà, je pense que c'était juste le personnage qui me plaisait pas trop. Du coup, j'avais pas donné suite, mais j'avais rien vraiment à reprocher à l'histoire ou à la qualité d'écriture. Donc, ça peut très bien plaire à quelqu'un. Donc vraiment, voilà, je mettais entre parenthèses ce cosy. C'était sur Capucine la Douce. Je peux vous le remontrer parce que je pense que ça peut plaire à certaines personnes. C'était ce cosy-là. Et j'avais lu, je sais pas si c'est encore mon marque-page. Ouais, voilà, j'avais lu 120 pages. Et j'arrivais pas à rentrer dedans, donc j'avais pas forcé parce que vraiment j'étais pas... Voilà, j'avais pas réussi à m'identifier au personnage principal et quand c'est un cosy c'est censé être doudou et agréable et voilà, ça ne tenait qu'à moi bien sûr, mais la qualité d'écriture et tout c'était vraiment très bien et c'est pour ça que Ingrid m'avait proposé de recevoir autre chose puisqu'elle écrit différents genres littéraires, notamment du polar et là c'est un autre genre, je crois que c'est de la littérature générale. En tout cas, on va découvrir ça ensemble, mais déjà, d'ores et déjà, merci beaucoup à Hauteville et à Ingrid Desjours de m'avoir envoyé cette jolie box. Alors, j'ai pas mes ciseaux,
Me voici de retour, j'ai fait un effort, j'ai été brancher la ring light parce que vraiment la qualité était vraiment trop médiocre. J'espère que c'est un peu mieux pour vous. Bon, ça ira. Du coup, j'ai aussi trouvé des ciseaux. Je sais pas où sont les blancs. Alors, on va essayer de pas tout casser, mais j'ai déjà bien secoué le carton, donc j'espère qu'il n'y a rien de fragile dedans. En tout cas, le packaging est hyper cosy, franchement j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a dans Retenir l'hiver? Alors, une grosse enveloppe rouge. Oh, les trucs trop mignons. Alors, une grosse enveloppe rouge. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bienvenue à Rochebleu. Retenir l'hiver raconte la rencontre entre une petite fille à l'univers fantasque et un jeune garçon arraché à son pays. Il raconte leur jeu et nous fait retomber en enfance. Il raconte leur amour naissant et nous rappelle notre propre innocence. Prend parfois des allures de conte, exhale un doux parfum de Madeleine. Retenir l'hiver explore également la relation père-fils à la manière d'une enquête initiatique où l'on grandit ensemble, dans les rires comme dans les larmes. Il y a quelque chose d'universel dans cette histoire qui se déroule dans les années 90. On sourit pour sa poésie et pour les souvenirs qu'elle remue, on rit pour sa fantaisie. Elle est douce et réconfortante comme un pull douillet, pétillant comme une petite bulle de champagne ou de champomis. Moi, je suis team champagne. On a la gorge qui se serre aussi parfois, parce que les personnages sont attachants, profondément humains, parce qu'il y a des dragons que même un chevalier et sa princesse ne peuvent pas terrasser. Retenir l'hiver est un roman que je porte en moi depuis des années. Cette belle histoire s'est imposée à moi. J'en ai été le premier témoin. J'en suis la passeuse. J'espère qu'elle vous touchera autant que moi. Ingrid Desjours. C'est très jolie lettre au lecteur. Donc, lecteur et lectrice, merci beaucoup. Et alors, à l'intérieur, alors déjà, je vais vous montrer le livre qui est quand même très joli. Mince. L'autrice aux plus de 130 000 exemplaires vendus, un roman pétillant et émouvant. Oh là là, c'est trop beau. Il est super joli. Avec la petite fleur en surbrillance. Dans la lignée de l'Odyssée de Pi, Retenir l'hiver est un conte moderne et bouleversant sur l'entraide et l'amour pur. Oh là là! Samba ne se sentait plus effrayé par les arbres, ni par les bruits de la nature. Il quitta la forêt, incapable de dire s'il avait rêvé cette rencontre, ni même combien de temps il avait passé là-bas. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il venait enfin de trouver quelque chose qui lui donnait de l'espoir, qu'il pourrait chérir en pensée le soir avant de s'endormir. Novembre 1990. Idriss et son fils Samba sont au détour d'une nouvelle vie à Rochebleu, un village accroché à flanc de montagne. Un village bien loin du Burkina Faso, mais ancré dans le cœur d'Idriss. Sa mère lui a tant vanté la beauté des pentes enneigées et la chaleur de ses habitants qu'il rêvait d'y trouver un nid pour son fils et lui. Mais le garçon de 9 ans, déraciné et perdu dans cet univers glacé, se braque et s'isole. Jusqu'à sa rencontre avec une fillette fantasque aux cheveux roses et à l'imagination débordante, qui lui lance des défis les plus fous, lui fait aimer le froid et l'aide à s'ouvrir au monde. Une princesse pour qui il est prêt à tout, même à unir un village et retenir l'hiver. Oh, j'ai déjà des frissons. Ça a l'air trop joli. Tout doux et avec une belle morale, avec un fond tout mignon. Oh. Bah écoutez, je suis ravie. Merci beaucoup Ingrid. Je sais pas s'il est dédicacé. Je peux regarder. Non. Alors. Et alors dedans, on a évidemment le... Enfin évidemment non pas forcément, mais le marque-page qui va avec. Donc c'est très pratique. Ça va directement à l'intérieur. Et on a un petit thé. Parce qu'on n'a jamais trop de thé. Et on a un petit goodies très mignon. C'est une petite boule à neige en porte-clés avec écrit Retenir l'hiver, Ingrid Desjours. Et de l'autre côté, il y a un petit écureuil bleu et il y a écrit aussi que c'est fabriqué en France. C'est trop mignon. Trop chou. C'est original. Petite boule à neige. Bah après, mettre ça sur ses clés, je suis pas sûre, mais peut-être en déco, dans la boîte aux lettres, je veux dire, dans la bibliothèque. Bon bah merci beaucoup, c'est hyper touchant, je pense que ce livre va beaucoup me plaire. En tout cas, le ton qui est donné me parle déjà beaucoup, donc je suis plus que ravie. Merci beaucoup à Ingrid et à Hauteville. En tout cas, si vous souhaitez découvrir Ingrid Desjours,
Moi, voilà, je vous ai parlé de Capucine la douce, je vous ai parlé de Retenir l'hiver et il y a aussi ces polars qui me tentent vraiment beaucoup. Donc je sais que Flo Books m'en a conseillé quelques-uns, donc ils sont sur ma wishlist. J'ai vraiment envie de découvrir cette autrice sous d'autres aspects mais ce sera déjà l'occasion avec celui-ci. Je sais pas quand est-ce que je peux le lire, mais j'ai très envie d'un truc un peu doudou. Après, L'Oiseleuse, je sais que j'avais prévu Alma, donc ça peut très bien se suivre. Donc je vous en reparle très bientôt dans ce carnet de bord. Bon, bah maintenant que j'y suis, je vous dis juste que j'ai terminé mon livre audio. Alors en fait, je pensais que je n'avais plus de crédit audio Nextory, mais je pense juste que c'était un bug parce que tout à l'heure j'ai réessayé, j'ai relancé l'audio et ça va continuer à me lire mon livre audio, donc je pense que c'est simplement moi qui ai bugué. Mais du coup j'ai terminé ce tome 8 des détectives du Yorkshire de Julia Chapman et je suis trop contente parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome. Je pense effectivement ce que je disais, à savoir qu'on sent vraiment que c'est la fin de la saga. Il y a plein de réponses qui nous sont données. On met des points sur des questions depuis quelques tomes déjà, donc vraiment j'ai beaucoup aimé celui-ci. Il est très intense et très fort en rebondissement, qui est complètement différent du précédent puisque comme vous le savez j'ai enchaîné les deux en audio sur Nextory et vraiment j'ai beaucoup aimé les deux parce qu'ils sont assez différents. J'ai plus que le tome 9 à lire, il faut que je me renseigne savoir s'il y a un tome 10 qui va sortir pour essayer de ne pas prendre trop de retard comme c'était déjà le cas. Mais voilà, en tout cas si vous voulez aussi écouter les détectives du Yorkshire sur Nextory, vous savez que vous avez 45 jours offerts avec mon code juste ici. Sachez que c'est la même lectrice qui lit tous les tomes, donc ça c'est hyper agréable franchement. Moi je me suis habituée à sa voix là sur les 2 tomes et je m'imagine pas écouter avec une autre voix, un autre acteur, ce serait un peu dommage. Mais voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé. Vous trouvez plein d'autres sagas Cozy Mystery disponibles en audio et en livre numérique sur Nextory. Vous avez plein de choix et vous avez tous mes codes tout le temps disponibles ici et sur le petit texte en bas. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Là il est déjà 22 h, donc je vais me poser pour essayer de finir L'Oiseleuse de la Reine d'Isabelle Duquesnoy. Je pense que je vais m'arrêter ici parce que je suis pas sûre demain d'avoir vraiment le temps de vous parler de L'Oiseleuse de la Reine, de finir le montage du carnet de bord, etc. et le chargement, sachant que je pars vendredi en enterrement de vie de jeune fille pour ma meilleure amie. Je pense que je vais conclure ici et vous serez obligés d'écouter le suivant qui est, je pense, la vidéo 200, le prochain carnet de bord où je vous donnerai du coup mon avis sur L'Oiseleuse de la Reine. Et puis en ce carnet de bord 199, je me pose des questions. Est-ce que je vais vraiment continuer à filmer ou est-ce que vous en avez clairement marre? Parce que 200 vidéos de ma tête qui parle de livres, franchement, je pense que vous êtes très courageux à me suivre et à m'écouter. Surtout ces derniers mois où c'était un petit peu décousu. Mais en tout cas, si ça vous intéresse toujours, moi je suis toujours ravie de vous donner mes avis de lecture ici. C'est bien plus facile pour moi YouTube que Instagram finalement. Mais voilà, je serai toujours un petit peu petite lectrice quelque part. Donc pour l'instant, je continue tant que j'en ai l'envie et l'énergie. Bref, parenthèse fermée, je vous laisse ici. J'espère que vous avez pu noter quelques lectures parmi tous ceux que je vous ai présentés en 2 semaines, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis ciao.